Je suis Gilles Kounou, jeune entrepreneur dans le numérique et consultant en innovation et transformation digitale. Je m'intéresse au Bénin et en Afrique tout particulièrement à la question du secteur de l'économie numérique et comment est-ce qu'on peut se baser sur les nouvelles technologies pour créer des emplois et développer une nouvelle économie dans nos pays. Ce talk intervient surtout après une forte demande exprimée sur les réseaux sociaux de personnes qui ont envie de mieux comprendre ce qu'on met dans ce gros fourre-tout économie numérique et qui ont aussi envie de comprendre pourquoi aujourd'hui les jeunes tiennent autant à s'investir dans la nouvelle technologie, l'avantage que cela représente pour nos pays et qu'est-ce que la jeunesse peut gagner en termes d'emploi, qu'est-ce que nos sociétés peuvent gagner en termes de transformation. Je vous remercie de me suivre. Alors, je vais brièvement expliquer ce que c'est que l'économie numérique. Ça peut sembler deux gros mots, économie, un mot polysémique, l'économie, le numérique aussi peut aujourd'hui sembler un mot polysémique. Et qu'est-ce qu'on entend à la fois par économie, qu'est-ce qu'on entend par numérique et qu'est-ce qu'on entend par économie numérique. L'expression économie numérique va désigner en fait l'ensemble des activités génératrices de revenus qui peuvent être activées, supportées ou déclenchées par les nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et l'économie numérique couvre des secteurs aussi vastes que la télévision numérique aujourd'hui, les services applicatifs en ligne, les services de contenu, la téléphonie, les services internet, les médias sociaux, les jeux numériques. Et de la même façon, en termes de métiers, la couverture est très large parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de nouveaux métiers qui apparaissent et qui sont basés essentiellement sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a tout ce qui est community manager, ingénieur statisticien en data mining, on a tout ce qui est ingénieur télécom, tout ce qui est ingénieur de transmission, on a aussi de nouveaux métiers comme toutes les personnes qui sont spécialistes aujourd'hui en design d'interface, expérience utilisateur et toute l'industrie de l'outsourcing pour le support des services applicatifs, la vente en ligne, le e-commerce, qui sont autant de secteurs qui se retrouvent dans l'expression économie numérique. C'est de tout ça qu'on va parler pendant une heure. Et dès à présent, je suis ouvert à prendre vos différentes questions. Les pays africains sont venus un peu en retard par rapport à la question d'Internet. Et aujourd'hui, le principal combat est d'apporter l'Internet à tout le monde. Et il est très important de remarquer qu'ici, les gouvernements s'acharnent beaucoup sur la question de l'accès universel ces dernières années et que tout l'effort est mis sur l'interconnexion de tout le monde, mettre à disposition la connexion Internet, alors qu'on oublie généralement la question des services applicatifs qui sont aussi quand même un vivier important de ressources et de revenus et qui quand même ont la vocation le plus à transformer la société. Je me suis amusé à dire dans un post d'ailleurs récemment que pour les populations rurales, très peu d'entre elles vont sur le web et que la majorité vont avoir accès à Internet via des applications, des comptes. Le paradigme est de se demander si pour apporter Internet pour tous, quel est le meilleur choix qu'il faut faire. Il y a deux possibilités. Ou soit on peut propulser l'offre, donc une offre de service Internet, plus de câbles, une meilleure connectivité, apporter la fibre optique dans les régions isolées du pays. Ou bien, il faut travailler à développer plutôt la demande en termes d'applications, en termes de services numériques que les populations peuvent utiliser, en sachant que derrière, bien entendu, il y a une connectivité, mais qui est in fine transparente à l'utilisateur. Et construire uniquement des réseaux, des réseaux de télécommunications, des réseaux Internet, comme le font aujourd'hui les gouvernements, c'est manifestement construire des routes pour que d'autres personnes nous apportent des marchandises que nous achetons. Donc ce n'est qu'une nouvelle voie de paupérisation de nos populations. Quand on regarde bien aujourd'hui au sommet de l'utilisation d'Internet,
sont les réseaux sociaux que nous connaissons le plus. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est WhatsApp, qui sont des applications de réseaux, de médias sociaux. Et ce n'est absolument pas le web qui draine aujourd'hui la demande en termes d'utilisation d'Internet. C'est quelque chose de tout à fait hallucinant. C'est quelque chose de tout à fait hallucinant parce qu'en réalité, la construction d'applications a besoin de moins de moyens et est un domaine dans lequel les jeunes peuvent exceller aisément sur le continent. Mais on se rend compte aussi que c'est en réalité les services applicatifs qui vont pousser en réalité l'explosion d'Internet sur le continent. Et qu'une fois qu'il y aura beaucoup de demandes en termes de services, les réseaux vont tout naturellement suivre. L'offre de services de connectivité, l'offre de services de connexion va tout naturellement suivre. La demande qui est faite au gouvernement aujourd'hui, c'est de donner les moyens aux jeunes de s'investir dans les nouveaux services applicatifs en soutenant l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur du numérique, en soutenant tout ce qui est transformation digitale, tout ce qui est technologie pouvant transformer un métier, en refusant les résistances psychologiques qui existent aujourd'hui et en se concentrant et en ne se concentrant plus sur la question des câbles et de l'interconnexion. Et ça reste une demande forte parce que l'économie numérique aujourd'hui est drivée par l'économie des applications, très peu par celle des réseaux. Bon, même si en Afrique, les opérateurs télécoms font encore d'énormes revenus, mais quand on regarde parmi les premières entreprises au monde en termes d'innovation technologique, il n'y a absolument pas de réseau télécom. Et c'est quelque chose dont nos gouvernements devraient largement s'inspirer. Et il y a lieu de regarder que les entreprises comme Google, qui existait en 1998, aujourd'hui Google a quoi? À 18 ans. Et après 18 ans, elle est passée d'une petite entreprise qui est née dans un petit coin aux États-Unis à la première capitalisation boursière de la planète. Sans d'énormes moyens, mais c'est surtout une connaissance technologique, de technologies qui ont été mises en œuvre. Il est inconcevable que les gouvernements aujourd'hui ne comprennent pas qu'aujourd'hui on peut développer des applications qui peuvent faciliter la vie de l'agriculteur, qui peuvent faciliter la vie du menuisier, qui peuvent faciliter la gestion des déchets urbains, qui peuvent faciliter la livraison de repas dans le e-commerce, et que il s'agit là d'une source énorme de revenus et d'une manne énorme de revenus. Mais il y a aussi toute l'industrie de l'outsourcing. Quand on regarde aujourd'hui, nous pouvons fournir des services aux pays européens en termes de soutien commercial, en termes de rédaction d'articles web à distance à partir du Bénin, à partir d'un pays comme le Togo ou de la Côte d'Ivoire, étant entendu que ici la main-d'œuvre est moins chère. Et que pour réaliser ce paradigme-là dont nous parlons, il faut d'autres conditions en dehors des réseaux uniquement. Il faut former la jeunesse, il faut financer les entreprises dans le numérique, il faut encourager l'entrepreneuriat digital. Il faut surtout, ce qui est très important, développer la culture du numérique dans le pays. Le téléphone est apparu à son arrivée comme un outil indispensable dans nos vies parce qu'il réglait un problème clair et simple, celui de la communication, à l'heure où les réseaux filaires ne marchaient pas très bien en Afrique. Et il a été assez aisé pour le téléphone de rentrer dans nos vies. Il n'en est pas de même pour les services numériques. Et il y a besoin de développer toute une panoplie de stratégies pour développer la culture numérique. Que lorsqu'on pense à un bien ou lorsqu'on pense à un service, à un domaine de la technologie, qu'on pense automatiquement qu'on puisse le réaliser via le numérique. C'est cela. Et de développer dans le pays une amabilité vis-à-vis des technologies numériques pour permettre aux jeunes de pouvoir entreprendre également et de gagner de l'argent dans le secteur. On me demande quels sont les acteurs de l'économie numérique au Bénin. Les acteurs de l'économie numérique en général sont sur différentes couches. On a aussi bien les telcos, donc tout ce qui est réseau de télécommunications, fournisseurs d'accès à Internet. On a les fournisseurs de contenu, on a les fournisseurs de services applicatifs. Et au Bénin en particulier, les principaux acteurs de l'économie numérique jusqu'à la date d'aujourd'hui restent les opérateurs télécoms. Il y a beaucoup d'entreprises d'intégration qui se développent, de plus en plus de médias numériques. Mais on remarque qu'au Bénin, par exemple, il n'y a pas une application phare qui est utilisée par 80 000 Béninois ou 100 000 Béninois. Et donc, c'est justement ce que nous dénonçons.
que l'État n'a pas mis en œuvre les politiques pour favoriser l'émergence de nouveaux acteurs sur les autres couches qui existent dans l'économie numérique et que jusqu'à aujourd'hui, la focalisation est uniquement celui des acteurs que sont les telcos et les FAI. Il est assez simple de remarquer que de toute façon, cette économie change énormément. Je m'amusais à faire récemment un post dans lequel je disais que aujourd'hui, les premiers réseaux téléphoniques ne sont plus les réseaux conventionnels, par exemple au Bénin, MTN ou Move, mais c'est plutôt Viber, WhatsApp, ok, l'application de téléphonie de Apple, et qu'aujourd'hui le secteur de la voix est un secteur sur lequel les opérateurs GSM vont faire de moins en moins de revenus. Par contre, on voit bien que ce sont des applications qui sont en train de prendre leur place et que c'est là que se situent les nouveaux viviers. Il en est de même pour la question de la monnaie électronique qui va tôt ou tard remplacer la monnaie ou en tout cas remplacer une grande partie de la monnaie en espèces aujourd'hui. Et il faut absolument que l'État aujourd'hui comprenne et encourage les jeunes qui sont sur la place, qui ont envie de développer des services innovants pour les populations et les accompagne parce qu'effectivement, il y a des modèles économiques qui permettent de gagner de l'argent. On ne gagne pas uniquement de l'argent sur la couche des télécoms, mais on peut aussi gagner de l'argent en fournissant des services. Je dois répondre à la question suivante. Selon moi, quel serait l'ordre de priorité des actions à mener par le nouveau gouvernement pour parvenir à une économie numérique dynamique? Il est difficile de parler d'une seule priorité. L'ordre de priorité des actions à mener. Il est très difficile de parler de priorité parce que justement, quand on regarde dans le sous-secteur aujourd'hui, il y a très peu de choses qui sont faites, à part les télécoms qui peuvent sembler une réussite. Ok, la fourniture d'Internet n'est pas encore une réussite et il y a énormément de choses à faire. Il y a un célèbre politicien qui disait que mais lorsqu'on a énormément de priorités, il faut savoir déterminer la priorité des priorités. Je pense que de manière objective, apporter une connexion Internet de faible qualité, de faible coût, mais de très bonne qualité, reste une priorité. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas ausculter. Sans une bonne connexion Internet, il ne peut pas y avoir d'économie numérique. Sans la capacité à interconnecter les gens, il ne peut pas y avoir d'économie numérique. Mais c'est une couche sur laquelle énormément d'efforts ont déjà été faits. Le Bénin dispose de 2 câbles sous-marins, SAT3 et ACE. Il y a tout un consortium de privés qui est en train de développer toute une stratégie pour apporter Internet aux gens. Isocell avec Isosport, MTN, il y a beaucoup de stratégies. Nous pensons que tôt ou tard, avec les nouveaux résultats que nous avons ces derniers mois, la connectivité va finir par être une réalité. En tout cas, il y a un travail conséquent qui est fait. Mais il ne faut pas négliger de continuer par mettre une certaine énergie dessus. Mais il ne faut pas mettre toute l'énergie. La seconde priorité, c'est de développer l'entrepreneuriat des jeunes dans le numérique. Mais pour réaliser cette priorité-là, il y a énormément de conditions qu'il faut réaliser. Il faut commencer par former des jeunes aux technologies de l'information et de la communication. Ce qu'on enseigne dans les écoles est tout à fait inadapté aux technologies que les jeunes rencontrent dans les entreprises, aux technologies dont on a besoin pour être aux standards internationaux et faire la compétition avec les majors. Et donc, il faut absolument que l'État s'intéresse fortement à la réforme de l'enseignement dans les sciences informatiques dans les universités. C'est l'un des pas les plus importants pour réaliser la deuxième priorité qui est l'entrepreneuriat des jeunes dans le numérique. Le deuxième pas, évidemment, c'est de former à l'entrepreneuriat. Former à l'entrepreneuriat, de lever ensuite les barrières à l'entrée sur le marché de l'entreprise. L'un des mots les plus utilisés ces dernières années dans l'économie du numérique, c'est le mot start-up. Et donc, pour monter une start-up, aujourd'hui, il est connu que monter une start-up, c'est pratiquement de la magie. Il vous faut juste un ordinateur, ok, une bonne connexion Internet. J'ai toujours été contre ce paradigme-là. Je pense que pour monter une start-up, il faut de très bonnes compétences informatiques, il faut une connexion Internet, effectivement, et il faut du matériel. Mais cela ne suffit pas. Une start-up est une entreprise qui est une jeune entreprise qui, à partir d'un produit technologique, est capable de faire de l'argent et peut avoir une croissance très très rapide.
L'autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans une start-up, la quantité de moyens à mettre vis-à-vis du chiffre d'affaires total attendu est très faible. Donc, les marges bénéficiaires peuvent être extrêmement élevées. Mais cela ne coûte pas le fait que pour monter une start-up, il faut énormément de moyens. Donc, il faut que l'État mette en place des mécanismes innovants de financement des entreprises qui investissent dans le numérique. Une start-up, généralement, va avoir un cycle de croissance très long, 3 ans, avant de commencer par faire les premiers bénéfices, entre l'innovation technologique, entre le fait de trouver le bon modèle économique, de shifter sur le produit, de trouver les interfaces adaptées pour pouvoir appâter le client. Cela prend banalement 3 ans. Et pendant ces 3 années, vous avez besoin de payer vos impôts, vous avez besoin de vous déclarer d'exister en tant que société, vous avez besoin d'attirer des investisseurs. Et pendant ces 3 ans, l'État doit mettre en place des dispositifs qui vous permettent de tenir pendant les 3 premières années, mais aussi en place des dispositifs qui vous permettent en fait de finir par être une entreprise viable. Il est tout à fait illusoire de penser que se concentrer sur les grandes boîtes peut être la solution. La plupart des emplois sont créés par les PME. Et le secteur dans lequel il est plus facile aujourd'hui de créer une PME, c'est bel et bien le digital. À côté de ça, il est urgent que l'on construise le système d'information de l'État. Que l'on construise le système d'information de l'État parce que, en termes aujourd'hui de gestion publique, avoir un système d'information fiable sur lequel on peut se baser pour prendre des décisions est quelque chose dont on ne peut plus se passer. Et le Bénin s'en est déjà passé pendant trop longtemps. Le ministère de l'économie numérique doit pouvoir mettre en place une stratégie qui permet, aussi bien dans les ministères pour les fonctions de gestion interne que pour les fonctions avec les usagers, de pouvoir avoir accès facilement à l'information, de pouvoir discuter avec les administrations et de ne pas avoir besoin de se déplacer de Parakou à Cotonou pour avoir son acte, son casier judiciaire, de ne pas avoir besoin de se déplacer de Nati Tengou pour aller à Bopa pour avoir son certificat de nationalité et j'en passe. Il est urgent de mettre en place un système d'information qui dématérialise les pièces administratives. Il est très urgent de mettre en place des systèmes d'information internes pour pouvoir accélérer le travail à l'intérieur des entités administratives. Des outils aussi simples comme la gestion de projets collaboratifs peuvent être des outils qui peuvent changer du jour au lendemain la façon dont les gens travaillent à l'intérieur des administrations, mais aussi la façon dont ils interagissent avec le citoyen. De toute façon, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications qui ont besoin de fonctionnalités très simples, comme avoir une identité numérique, faire de la fédération d'identité en ligne, et ce sont autant de choses, avoir des données ouvertes sur les questions géographiques, ce sont autant de choses qui ne peuvent être providées que par l'État et qui ne peuvent être mises en place qu'en construisant un système d'information de l'État. Et ça, il s'agit d'une priorité des priorités au nombre des 5 priorités que je voulais citer. Pour moi, la 4e priorité sur laquelle on devrait énormément s'appesantir aujourd'hui serait de favoriser le commerce digital, le commerce en ligne. Et il ne peut pas y avoir de commerce en ligne sans avoir une monnaie électronique, sans démocratiser les moyens virtuels de paiement. Et ça devrait être un chantier que les nouvelles autorités politiques, en l'occurrence la nouvelle ministre de l'économie numérique, devraient ouvrir très vite. Je vais prendre une question ensuite de Monsieur Elolo Amega Yibo. Pourquoi accorder plus d'importance à l'économie numérique dans les politiques jusqu'à y consacrer tout un ministère? C'est une question hyper intéressante. Il faut regarder qu'avant, nous avions des ministères des nouvelles technologies, MCTIC, ministère de la communication, et technologies de l'information et de la communication. Donc, on restait sur les préoccupations de communication, technologie de l'information et de la communication. Ça occultait tout l'aspect économique, qui pouvait relever du digital. Et ça occultait également tout l'aspect service applicatif, service de contenu. La communication, on voyait généralement la télé, la radio, on voyait Internet, on voyait la téléphonie. On ne voyait pas du tout les nouvelles plateformes de travail collaboratif, les médias sociaux, les plateformes pour faire de l'agriculture, les plateformes pour se trouver un logement, les plateformes pour avoir son acte de naissance.
Et quand on regarde le paradigme économie numérique, il est bien au-delà des questions de communication, de technologie de l'information et de la communication. Il regroupe non seulement la communication, les technologies de l'information et de la communication, mais en plus tout ce qui est services applicatifs, services de contenu. Et c'est pour ça que parler aujourd'hui d'économie numérique est un paradigme plus englobant. Ça donne une meilleure vision du secteur parce que en fait, l'ancienne vision était réductrice. Et c'est pour ça que nous avons exigé que ce soit plutôt un ministère de l'économie numérique. Donc, y consacrer tout un ministère n'est pas quelque chose de trop. Si on m'avait demandé de consacrer un ministère d'État, j'aurais pu dire c'est une question de trop, mais y consacrer un ministère n'est pas une question de trop. Et de toute façon, quand vous regardez aujourd'hui la marche du monde, le monde sera digital. Le monde sera totalement digital. Aujourd'hui, on achète en ligne, ok, on paye en ligne, on paye presque tout en ligne. La téléphonie est le moyen le plus rapide de joindre quelqu'un. Il y a de plus en plus de services digitaux qui apparaissent. Vous prenez votre taxi en l'appelant via votre téléphone ou via une application. Uber, vous allez pouvoir superviser vos champs avec des drones, ainsi de suite. Aujourd'hui, le numérique est un secteur clé. Il est générateur d'emplois. Il est facile. C'est un secteur dans lequel on peut s'autonomiser rapidement. On peut créer une PME. On peut créer une PME facilement dans le numérique. On peut créer des emplois facilement. On a une croissance très rapide. On peut attirer des capitaux extérieurs en vendant des services outsourcés. Et donc, le vivier et l'impact que ça peut avoir en termes de création d'emplois, en termes d'absorption de devises extérieures, n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Face à la crise de l'emploi, le numérique est une arme qui permet de résister, de résister sérieusement. Et donc, il n'est pas illusoire de demander tout un ministère pour l'économie numérique. Déjà parce que c'est plus englobant. La vision est plus englobante que la vision traditionnelle des TIC et de la communication qui était restée sur des aspects technocentrés et qui ne parlaient pas d'économie, qui ne parlaient pas de faire de l'argent, qui ne parlaient pas de créer des emplois. Et en plus, face à la marche du monde, il est important que nous prenions la mesure de ce qui se fait ailleurs, la mesure de là où va le monde pour donner la vision, pour donner le même chemin à nos nations et leur permettre de profiter de l'évolution. Avant l'ère du numérique, on avait l'ère de la mécanique, qui est une ère que nous avons ratée. Nous avons raté la révolution industrielle mécanique. Et il n'est pas question que face à l'imagination des jeunes, la simplicité des moyens à mettre en œuvre, que les pays comme le Bénin ou l'Afrique ou les pays africains ratent la révolution digitale. Il est important que l'État en fasse un axe majeur de sa politique pour nous sortir du sous-développement. Semeva Koukoy me demande comment promouvoir l'économie numérique au Bénin. Promouvoir l'économie numérique au Bénin, il y a énormément de conditions qu'il faut mettre en place. Mais on peut commencer par des choses simples. Et ces choses simples, au nom de ces choses simples, c'est déjà de soutenir la création de services innovants. C'est un domaine qui match assez bien avec celui de la jeunesse, parce que pour créer des services innovants, il faut connaître les nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies sont enseignées aux plus jeunes qui sortent des universités. Donc, soutenir l'économie numérique, c'est déjà de soutenir l'entrepreneuriat dans le numérique à travers la création de plateformes innovantes. C'est donner une très bonne connexion et faire chuter les prix pour que cela permette aux jeunes d'entreprendre sans avoir des charges d'exploitation qui soient trop élevées. Et pour finir, il faut développer la confiance dans le numérique et la culture numérique à travers la dématérialisation de l'administration et en propulsant une demande qui vient des populations qui, in fine, va susciter les offres de connexion, que les opérateurs chaque jour essaient de développer. Une chose est sûre, s'il n'y a pas de demande en termes de services, les opérateurs ne pourront pas offrir de meilleures connexions parce qu'ils ne peuvent pas construire des réseaux là où il n'y a pas de demande. Sergio de Souza me demande le nouveau président, premier business angel pour le numérique. C'est une question difficile à dire. Je sais que le président était longtemps préoccupé par les questions agricoles. Ces entreprises travaillent dans le monde de l'agriculture. Il faut souhaiter que, comprenant notre message, comprenant l'impact que peuvent avoir les technologies de l'information et de la communication sur l'essor d'un pays aujourd'hui, que comprenant le fait que ce secteur peut créer des emplois, peut générer de la richesse, peut faire ramener des devises extérieures, il
ils comprennent la nécessité de mettre en place une banque d'investissement dans le numérique. Il n'est pas question de lui demander d'investir sa propre fortune dans ce secteur, mais qu'on donne, comme cela se fait dans de plus en plus de nations, un soutien affirmé aux entreprises qui agissent dans le numérique structurellement, à travers des lois et financièrement, à travers un fonds d'investissement ou des banques d'investissement dans le numérique. Est-ce que je vois des freins à l'essor de l'économie numérique au Bénin et dans la sous-région plus généralement? Bien sûr qu'il y a des freins. Ekoyaïka, bien sûr qu'il y a des freins. Il y a des freins aujourd'hui. L'un des freins majeurs, c'est la littératie des populations. Très peu de populations sont lettrées. Nous comptons une population majoritairement illettrée, qui ne parle pas français, qui ne peut pas lire. Et l'absence ou la faiblesse de la littératie est vraiment un frein énorme. Un frein énorme au développement de l'économie numérique, parce que la plupart des services sont faits en français ou en anglais, et qu'il faut donc apporter de nouvelles approches pour atteindre les populations cibles. C'est l'un des freins. Le second frein reste naturellement la qualité de l'interconnexion. La qualité des connexions, parce que tant qu'Internet n'est pas quelque chose de fluide, quelque chose de moins cher, qui ne coûte pratiquement rien, c'est un facteur limitant. Et l'autre frein aussi, qui peut tout naturellement exister, c'est l'absence de financement. Même si vous vous êtes débattu pendant 3 ans et qu'au bout des 3 ans, vous êtes arrivé à exister, il y a pour toute entreprise besoin à un moment donné de financement pour franchir la dernière étape, pour devenir une grande entreprise capable de faire beaucoup d'argent et de créer des emplois. Et je ne pense pas qu'il existe des freins culturels en tant que tels. Je pense qu'avant, nous ne connaissions pas le téléphone mobile et que c'est arrivé parce qu'il y avait un besoin qu'on l'a adopté. Au Kenya, les gens ne connaissaient pas M-Pesa. C'est arrivé parce que c'était simple à utiliser, parce qu'il y avait les conditions technologiques réunies derrière, parce que le gouvernement avait envie d'encourager ça. Ça s'est développé. Les freins sont donc ceux que j'ai cités de mon point de vue, et il faut travailler de manière ardue à pouvoir gommer ces difficultés-là. Quelles sont les actions, quelques idées d'action à mener pour une installation durable de cette économie? Le chemin à parcourir est long. Je ne pense d'ailleurs pas qu'en 5 ans, on puisse avoir une installation durable de l'économie digitale. Ça peut être quelque chose sur lequel je me trompe tout à fait. Il y a 5 ans, la téléphonie était ce qu'elle était. Aujourd'hui, on voit tout un bouleversement dans le monde de la téléphonie. Mais s'il y a des actions à mener, c'est qu'il faut développer, et je continue par le prôner, un écosystème entrepreneurial. Ce sont des actions claires, une banque d'investissement, travailler sur la connexion Internet, former plus de jeunes aux nouvelles technologies et bien les former aux technologies qu'ils doivent connaître, créer des incubateurs ou des espaces collaboratifs où ils peuvent produire leurs services et les mettre en contact avec les autres métiers de la société qu'ils ont vocation à digitaliser. Ce sont autant d'actions simples qui ne peuvent pas non plus être mises en œuvre si on occupe la question du système d'information de l'État et la question du recueil de données par les autorités qu'on ne peut absolument pas occulter. En termes de mesures, le Bénin est un pays assez particulier parce qu'aujourd'hui, la plupart des interconnexions Internet passent par les opérateurs GSM. Très peu d'interconnexions se font via un FAI. Moins de 10% des connexions Internet se font via un fournisseur d'accès. Et il y a nécessité de développer une stratégie parce que Internet, pour développer des applications, peut être quelque chose qui soit tout le temps mobile. Donc, permettre au FAI de mieux s'installer, de mieux couvrir le territoire. Mais ce n'est pas possible s'il n'y a pas de demande et ça, on le conçoit assez bien. L'autre chose à faire, c'est de mettre en place les infrastructures nécessaires pour faciliter la dématérialisation, pour faciliter l'accès aux informations d'état civil à distance et finalement de créer un environnement favorable aux entreprises en coachant les jeunes sur les questions de l'entrepreneuriat digital, en les accompagnant, en développant tout un écosystème.
Et ce sont autant d'idées sur lesquelles on devrait s'appesantir. On me demande quelles devraient être les priorités d'un ministère de l'économie numérique. J'ai dit tout à l'heure que les priorités étaient nombreuses. Mais je pense qu'il y a des cardinalités. Des cardinalités qu'on ne peut pas occulter. Je ne reviendrai pas sur celles que j'ai déjà citées. Mais je veux parler aussi du fait de pouvoir permettre à chaque citoyen, notamment, et à chaque étudiant de pouvoir avoir accès à une connexion de qualité pour pouvoir étudier. Aujourd'hui, le Bénin est le pays dans lequel il doit être le premier pays en termes de rapport au nombre d'étudiants par nombre d'habitants, et que le fait de créer des universités à n'en pas finir ne sera sûrement pas une solution viable parce qu'on ne pourra pas construire des infrastructures d'accueil au même rythme. Mais par contre, travailler à mettre en place un réseau qui interconnecte les universités pour favoriser les cours à distance, pour favoriser les plateformes d'apprentissage à distance pour les étudiants, pour mettre en place des universités numériques qui permettent à l'étudiant d'apprendre depuis chez lui. Doivent mettre en place un tel réseau au sein des universités doit être une priorité. La seconde priorité doit être évidemment de financer tout ce qui est secteur connexe, la santé, le numérique et la santé, le numérique et l'éducation, à côté de l'entrepreneuriat des jeunes bien évidemment. Quels sont les modèles de financement et les modèles économiques envisageables actuellement? Il est des choses qui sont du domaine du régalien. L'État doit savoir trouver les moyens pour financer l'interconnexion des universités. C'est une question nationale parce que l'éducation doit être normalement un secteur dans lequel l'État investit parce que l'éducation c'est l'avenir. Et on ne peut plus aujourd'hui continuer par enseigner et former comme on enseignait avant. Donc, quand je prends par exemple la question du réseau qui doit interconnecter les universités, c'est à l'État de trouver les moyens pour financer ce réseau, quitte à ce qu'on trouve un modèle économique adapté pour l'entretenir. Mais à côté, il existe des modèles qu'on peut mettre en place pour tout ce qui est FAI, c'est le modèle de collaboration privé-public. Et partenariat privé-public, mais aussi pour financer d'autres infrastructures comme la santé. On pourrait trouver des modèles très intéressants qui permettent aux opérateurs privés de mettre en place des infrastructures, de les exploiter, ou à l'État de mettre en place les infrastructures, au privé de les exploiter et de pouvoir rembourser ou payer des royalties à l'État. Ce ne sont pas les modèles qui manquent. Mais il faut comprendre que le numérique est quelque chose qui est rentable quand le plus grand nombre l'utilise. Et donc aujourd'hui, il faut plutôt développer la base de clients, la base d'utilisateurs pour que les gens puissent avoir accès aux services et ensuite être prêts à payer. Parce que autant on pouvait penser que le téléphone était très cher au début, autant les gens n'ont jamais arrêté de souscrire à l'abonnement. Il n'y a peut-être qu'une seule année au Bénin, je pense, où le nombre de nouveaux abonnements a chuté en termes de pourcentage pur, alors qu'on a toujours dit que le téléphone est cher. Et donc, si finalement l'offre que nous apportons répond à une demande, donc à une demande qu'on l'ait suscitée ou non, il est clair que les populations seront prêtes à payer. Il y a des domaines dans lesquels la population doit payer. Il y a des domaines dans lesquels l'État doit trouver les financements pour mettre en place parce que c'est du domaine du régalien, comme dans l'éducation, comme dans la santé. Il y a des domaines dans lesquels le partenariat public-privé aura toute sa place. Il y a des domaines qu'il faut totalement laisser à l'exploitation du privé et ensuite mettre en place une régulation adaptée pour les services. Qu'est-ce qui fait vraiment gagner de l'argent pour les jeunes? Qu'est-ce qui fait vraiment gagner de l'argent pour les jeunes? Aujourd'hui, je pense que la première chose qui peut faire gagner de l'argent dans l'entrepreneuriat numérique pour un jeune, c'est les services applicatifs. Développer une application pour laquelle les gens payent pour l'utiliser, ou développer une application qui permet de collecter suffisamment de données pour pouvoir le vendre à un autre provider qui construit un autre service avec, ou encore développer une plateforme qui est suffisamment fréquentée pour que vous puissiez y vendre de la publicité, ou mettre en place des plateformes de paiement, des plateformes de commerce électronique
sont autant de secteurs dans lesquels les jeunes peuvent s'investir. Mais l'un des freins majeurs jusqu'ici a été le fait de pouvoir payer. Comment est-ce que je paye pour un service qui est fourni à distance? Ok. Comment est-ce que je fais payer pour un service fourni à distance? Est-ce qu'il est viable de développer des services numériques et de les faire payer en présentiel? Il y a des questions réelles qu'il faut se poser de ce point de vue. Et pour que les jeunes gagnent de l'argent, il faut que le problème du paiement soit réglé, le problème des moyens de paiement virtuels soit réglé définitivement par l'État. Mais on peut aussi gagner de l'argent en offrant ces services à travers des plateformes d'outsourcing, pour développer un logiciel ici pour des demandeurs qui soient en Occident, ou bien pour faire du suivi commercial, pour faire de la gestion de projet depuis nos pays, parce que ici la main d'œuvre est moins chère et qu'on peut fournir ces services-là gratuitement. Mais définitivement, gagner de l'argent pour les jeunes, c'est dans l'auto-emploi, c'est dans l'entrepreneuriat, et c'est aujourd'hui possible parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de startups qui se développent et qui font de l'argent en Afrique. Cela est aussi possible au Bénin. InterSwitch va peut-être devenir la première licorne africaine. C'est une entreprise qui met en place des moyens de paiement mobile. Il y a Arthur Zong qui a développé son cardiopad et qui est en train de distribuer 300 exemplaires. Il y a de plus en plus de plateformes comme ça qui vont venir, qui sont mises en place par des jeunes. Et c'est vraiment des jeunes qui peuvent gagner de l'argent dedans parce que les technologies dont on a besoin pour produire ces services innovants sont enseignées aux jeunes dans les universités. Pour la première fois, il y a un secteur de l'activité économique dans lequel 80% des exploitants peuvent être des jeunes. C'est quelque chose qu'il ne faut pas occulter, qu'il ne faut pas oublier. Question épineuse à venir relative au... Herman Winsou me demande quelle serait la contribution du Bénin Smart City lancé récemment par le gouvernement dans la mise en place d'une atmosphère favorable à l'éclosion des services digitaux au Bénin. Répondre à cette question d'abord serait répondre à une question plus globale. Quelle est la contribution des incubateurs ou des clusters numériques ou des zones franches pour le développement des écosystèmes du numérique? Les incubateurs, les espaces de travail collaboratifs, les zones franches sont des endroits où on peut concentrer suffisamment de moyens pour favoriser le développement de services numériques, apporter de la fibre optique, mettre en place un mécanisme de contrôle pour la régulation, faire de l'exonération fiscale pour les entreprises qui se retrouvent dans ces environnements-là. Je pense que c'est la même logique pour le Bénin Smart City. Avoir un endroit où on a une connexion de très bonne qualité, une zone où on développe l'innovation et où, sous le contrôle de l'État, on peut mettre en place des exonérations fiscales, des facilités financières pour les entreprises qui sont dans cette zone. C'est aussi un rassemblement de différents connaisseurs du secteur des technologies, de différents innovateurs. Et la technologie est un secteur particulier dans lequel la mixité et la fréquentation développent encore plus d'imagination. C'est pour cela que d'ailleurs les incubateurs sont de plus en plus prisés, parce qu'on se rend compte simplement qu'en se fréquentant, les gens arrivent à avoir de nouvelles idées plus innovantes et à mettre en place quelque chose comme Bénin Smart City peut contribuer à cela. Je ne sais pas si c'est le format de Bénin Smart City qui va être retenu, mais globalement, je pense et je continue à penser que développer des espaces de mixité entre des innovateurs, entre des jeunes addicts de technologie et d'autres métiers est quelque chose qui peut nous faire comprendre les autres métiers des autres, des juristes, des avocats, des agriculteurs, des météorologues, nous faire comprendre leur métier et en retour leur faire comprendre à eux quel est l'intérêt qu'ils peuvent avoir à nous faire appel pour développer des services technologiques pour gagner de l'argent, raccourcir le temps, utiliser moins de moyens. Superviser ton champ avec ton drone peut te permettre de ne pas parcourir d'énormes distances à pied pour voir ce qui se passe à l'autre bout du champ. Ainsi de suite, superviser ta maison à distance. Et donc, Bénin Smart City peut être justement un endroit où on regroupe à la fois des compétences et des ressources financières, technologiques, Internet, la fibre optique pour favoriser le développement de cet écosystème. Mais ça peut aussi changer du tout ou rien la vision qu'on peut avoir d'un pays parce que ça peut être la vitrine de l'innovation technologique et ça peut attirer des investisseurs parce qu'on sait que quand on va au Bénin,
qu'on veut investir dans les nouvelles technologies, il faut aller dans cette zone franche-là, il faut aller vers ces incubateurs. C'est là-bas que se trouvent les jeunes qui développent des projets. C'est en général les approches qui sont adoptées. Maintenant, Benin Smart City, il faut voir le contenu du projet précisément. Il faut voir si ça va rester en l'état, parce qu'aujourd'hui, on a une transition au sommet de l'État. Mais définitivement, c'est surtout de pouvoir donner aux jeunes des espaces où ils ont des ressources locatives moins chères, des ressources internet moins chères, une certaine mixité avec d'autres métiers, une supervision qui permet à l'État de mettre en œuvre des mesures fiscales et financières adaptées pour leur permettre de se développer. Urbain Aguemont, je voudrais rebondir sur cette phrase de Gilles. Je lis: le numérique est rentable quand il y a beaucoup d'utilisateurs. Par quels moyens pouvons-nous intéresser davantage une population aux services numériques quand on connaît le côté réfractaire de ces populations aux services numériques, mobile money, applications, etc. en particulier, et aux grands changements en général? Je ne pense pas que les gens soient nativement ou définitivement réfractaires aux services numériques. Je pense qu'il y a deux choses à faire. Je pense qu'il y a le problème de la littératie qui est une barrière, et il y a aussi un problème de vision. Mais il y a des choses simples qui ouvrent le champ de l'utilisation du numérique dans un pays. Regardons un peu l'exemple du Kenya. Mettre en place M-Pesa parce qu'il y avait des core situations qui le permettaient a permis aux gens de comprendre qu'on peut envoyer de l'argent à distance, payer à distance, et parce qu'ils le faisaient via le téléphone, via une application, ça a développé la confiance. Tout est une question de confiance. Je disais dans un forum que s'il y a le risque que je reçoive le produit que je ne reçoive pas le bon produit alors que je l'ai commandé en ligne, et que je dois faire 2, 3, 4 jours pour relancer la commande et avoir le nouveau produit, je préfère me déplacer pour aller l'acheter. Donc, il doit y avoir dans le pays une stratégie pour développer la confiance vis-à-vis du numérique. Cette stratégie peut commencer par les services généraux, l'état civil numérique. Montrer aux populations qu'il y a une valeur dans le fait de pouvoir à distance, dans le fait de pouvoir utiliser les nouvelles technologies pour avoir son acte de naissance, pour avoir son casier judiciaire, pour avoir son passeport, son certificat de nationalité. Les gens ne commenceront pas à comprendre que l'ordinateur, le téléphone peuvent être des moyens pour faciliter la vie. Tout le monde veut quelque chose qui lui facilite la vie, et tout le monde veut quelque chose qui lui apporte plus de sécurité. Ce sont deux leviers importants sur lesquels il faut jouer. Le paiement de facture. Si nous arrivons à mettre en place un paiement de facture simple, depuis chez toi, via du mobile money, ok, où les populations n'ont plus besoin de se déplacer pour faire dans les zones rurales, les zones périurbaines, faire 10, 12 km pour payer leurs factures, je ne pense pas que les populations refuseront d'utiliser mobile money pour payer leurs factures et préféreront faire 12 km à pied pour aller payer leurs factures main à main. Si derrière on leur garantit que oui, la facture a été bien payée, qu'on ne viendra pas les couper alors qu'ils ont payé. Donc autant on a besoin de finesse technologique, donc que le service soit bien livré, que le service soit adapté en termes d'ergonomie, autant on a besoin de mécanismes qui permettent de mettre en place la confiance. Ça doit être en Tunisie, si je me souviens bien. L'État a mis en place des lois simples, comme le droit au retour, et même en France d'ailleurs, le droit au retour, qui permet justement, lorsque tu achètes un bien en ligne, pendant une durée d'1 ou 2 semaines, que tu veuilles du bien ou pas, que ce soit le bien que tu as commandé ou pas, que le bien soit retournable. Et dire, ah, j'ai acheté ce bien, mais je n'en veux plus pendant 2 semaines. Ou bien, de faire comme dans certains pays où il y a tout un répertoire des entreprises digitales qui font du e-commerce. À la première infraction, on te retire ton agrément. Il faut juste pouvoir trouver suffisamment de stratégies pour développer la confiance. Une fois qu'il y aura la confiance, on va travailler à développer des applications qui auront besoin de moins de littératie, de l'assistance vocale, des interfaces homme-machine plus simples, plus compréhensibles par un cultivateur. Je continue pas à penser qu'un cultivateur ou un paysan n'a pas besoin de savoir s'il est en 3G, en 4G, en 5G, ou s'il reçoit Internet via un FAI parce qu'il ira très peu sur le web. Il va utiliser une application qui va lui permettre de superviser son champ, qui va lui permettre d'appeler un camion pour livrer ses produits aux grossistes en ville, qui va lui permettre de pouvoir suivre l'évolution de son gibier ou l'évolution de son cheptel ou l'évolution
de sa cuvée de poissons, ainsi de suite. Et il n'a absolument pas besoin de savoir derrière si c'est Internet qu'il utilise. Et donc, pour finir sur la question d'urbain, les moyens, il doit y avoir une double stratégie. Une stratégie gouvernementale, une stratégie de l'État pour développer la culture et la confiance via les services de base simples. Et ensuite, il faut aussi que les développeurs d'applications, les providers de services mettent en place aussi les bons mécanismes technologiques, avec des interfaces homme-machine plus simples, plus compréhensives, plus intuitives pour les populations, utiliser des mécanismes plus acceptables comme une interface vocale, ainsi de suite, peuvent être des moyens qui peuvent permettre aux gens d'accepter un peu plus l'entrée des technologies dans leur vie. Quand tu as besoin de téléphoner, tu prends ton téléphone, tu composes le numéro, tout le monde sait reconnaître un 9 et tu appelles. C'est aussi simple que ça. Le paysan n'a pas besoin de savoir derrière par quel tour il passe, par quel où se trouve le centre de traitement de son appel. Tout doit être transparent et donc nous devons savoir dans nos développements appréhender ou bien nous savoir mettre en place une couche qui masque la complexité technologique de nos développements et de nos services. Il faut apporter le service d'une façon simple, intuitive, compréhensible, facile à prendre en main et qui règle un problème. Ce qui est aussi le gros problème des innovateurs, parce qu'en général, on s'appesantit énormément sur la technologie, on oublie l'utilisabilité ou la question du besoin final. Et s'il n'y a pas de besoin, si le service n'est pas utilisable, si les gens ne sont pas prêts à payer pour ça, votre innovation aura bien beau être la meilleure, elle ne rentrera pas dans la vie des gens. 16h58 et on tire tout doucement à la fin on tire tout doucement à la fin de ce live chat où on avait envie de parler d'économie numérique et de l'enjeu que ça peut représenter pour le Bénin. Je retiens des différentes questions qu'aujourd'hui on n'a pas d'acteurs notoires sur la couche de l'économie numérique à part les telcos au Bénin. Je veux aussi retenir qu'il y a nécessité de développer une stratégie nationale qui se base aussi bien sur le système d'information de l'État que sur les services applicatifs de base comme le paiement des factures, le e-commerce pour pouvoir faciliter l'entrée du numérique dans la vie des gens et qu'il est inéluctable de ne pas vouloir offrir une connectivité à bas coût, à faible coût et de très bonne qualité aux populations. Et que finalement la question d'avoir un ministère de l'économie numérique est centrale parce qu'elle imprime le chemin, elle montre une vision qui est plus grande et moins technocentrée que la question unique de la communication et d'éthique. Je suis ravi d'avoir pu avoir ce talk pendant 1 heure et je vous remercie de m'avoir suivi. Merci.